Sous la présidence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 14 novembre 2019 de 10h à 12h selon l'ordre du jour suivant. 1. Message de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le mardi 12 novembre 2019. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a informé le Conseil de la signature à Tokyo de l'accord de financement et de construction du pont sur la Sumba dans la préfecture de Dubreka. Il a aussi confirmé l'évolution favorable des négociations autour de la reconstruction du pont de Farana. Le chef de l'État s'est félicité du dénouement des procédures d'adjudication des concessions minières relatives au gisement de minerai de fer des blocs 1 et 2 du Simandou par le biais d'un appel d'offres international dont la transparence et la régularité ont été reconnues par tous les soumissionnaires. Le Président de la République a apprécié le lancement effectif de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, MAMRI, tout en rappelant la nécessité de ne pas confondre les prérogatives de cette nouvelle structure avec les tâches dévolues aux différentes régies financières de l'État, comme les douanes et les impôts. Le chef de l'État a instruit les départements concernés, et en particulier le ministère en charge des hydrocarbures, d'accélérer les démarches visant la réalisation d'un nouveau dépôt d'hydrocarbures de grande capacité et présentant toutes les garanties au plan sécuritaire et environnemental. Il a apprécié le niveau de mobilisation des ressources nécessaires au financement de cet important projet, tout en insistant sur le fait que toute participation éventuelle de l'État au capital de la société de construction et d'exploitation doit être financée à partir d'éléments de la structure de prix des produits pétroliers pour éviter tout prélèvement sur le budget de l'État. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait au Conseil le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 12 novembre 2019. Le Conseil a entendu successivement le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, qui a présenté une communication relative aux modalités de fonctionnement des écoles régionales des arts et métiers ERAM. Le ministre a expliqué que dans le cadre du renforcement du secteur de la formation technique et professionnelle au profit des jeunes Guinéens, le gouvernement guinéen a mené une opération de promotion auprès des pays amis et autres partenaires techniques et financiers afin de mettre en place un vaste projet de construction et d'équipement d'écoles d'un type nouveau que sont les écoles régionales des arts et métiers ERAM. Selon le ministre, c'est ainsi qu'ont été obtenus les financements de 4 ERAM déjà réalisés à Boké, Labé, Sigiri et Zérekore par le Fonds saoudien de développement, 4 autres par la Banque islamique de développement BID, dont 2 sont en construction à Dabola et Koya et 2 en projet à Kindia et Mamou. Le ministre a abordé le volet concernant le niveau d'exécution des travaux de construction et d'équipement des 4 ERAM de Boké, Labé, Sigiri et Zérekore. À ce niveau, il a indiqué que le coût global du projet est de 26,5 millions de dollars US, financé par le Fonds saoudien de développement à hauteur de 90 millions de rials saoudiens, soit 24 millions de dollars US américains, et par la contrepartie guinéenne pour un montant de 2 500 000 US dollars américains. Et à date, les travaux de construction de ces 4 ERAM sont achevés. Et sur les 4 sites, les réceptions provisoires prononcées depuis le mois de mai à novembre 2018. Il a rappelé que le montant engagé dans les travaux de construction a difficilement pu supporter le coût de ces travaux de génie civil, mettant ainsi le projet face à des travaux supplémentaires non contractuels, mais indispensables pour des raisons de stabilité et de bon fonctionnement des ouvrages. Ces travaux supplémentaires nécessaires ont été conséquemment attestés par le Bureau de supervision des projets. En abordant le volet équipement, le ministre a indiqué
que les marchés ont été attribués à 2 fournisseurs et que les contrats sont approuvés et les demandes de retrait de fonds concernant l'avance de démarrage de 20% ainsi que les règlements de l'aide de crédit sont parvenus au Fonds saoudien de développement depuis le 2 juin 2019. En abordant le projet de construction et d'équipement des 2 ERAM de Koya et de Dabola, le ministre a rappelé le montant total de ces projets qui s'élève à 28 560 000 $ US pour 25 millions US de dollars financés par la BID et 3 560 millions US dollars financés par le gouvernement guinéen. Au niveau de l'exécution des travaux, le ministre a expliqué ce qui suit. Le niveau d'exécution physique des travaux de génie civil est de 85% et le retard s'explique par les facteurs suivants. Augmentation du domaine du site de l'ERAM de Koya, qui a nécessité une étude supplémentaire de redistribution des ouvrages sur le site, le retard dans le lancement des travaux, eu égard à la signature tardive du contrat du cabinet de supervision par rapport à celui de l'entreprise en charge de la construction, et le retard de la notification de l'avis de non-objection de travaux supplémentaires des 2 ERAM. Concernant le niveau d'exécution financière, il l'a estimé à un taux de 78,31%. Pour les équipements, le ministre a rappelé qu'à date, le dossier d'appel d'offres DAO relatif aux équipements des infrastructures validés par l'ensemble des intervenants du côté du gouvernement attend depuis mai 2019 un avis de non-objection de la Banque islamique de développement après transmission. En conclusion, les ERAM de Bokeh, Labé, Sigiri et Zéro-Corée ne pourront recevoir les étudiants qu'en octobre 2020, et cela après achèvement des travaux complémentaires, l'installation des équipements et la formation des formateurs sur les équipements. Il en est de même pour les ERAM de Dabola et Koya qui sont en construction. Selon le ministre, le montant total du projet de construction et d'équipement des ERAM de Mamou et de Kindia est de 31 610 000 US dollars financés par la BID et le gouvernement guinéen. À ce jour, la BID a assuré la prise en charge de ce projet dans son plan de financement 2020 des projets de la Guinée. L'étude de faisabilité et le dossier d'appel d'offres sont déjà disponibles. Les débats qui ont résulté de cette communication du ministre en charge de la formation professionnelle ont mis un accent particulier sur des faiblesses notoires qui affectent globalement les capacités d'absorption de financement extérieur par les ministères sectoriels. Il s'agit des faiblesses caractérisant l'unité de gestion des projets, celles liées à la maîtrise des règles et procédures des bailleurs de fonds par les départements ministériels, ainsi que la qualité des documents soumis aux partenaires techniques et financiers. Pour corriger ces faiblesses, le Conseil a, petit a, invité le ministère de l'économie et des finances, le ministère du plan et du développement économique et l'ACGP à organiser une concertation pour une meilleure compréhension des règles et procédures des partenaires de développement, d'une part, et à mettre en place une structure pérenne et simplifiée pour soutenir la gestion et le financement de tous les projets. Et petit b, le Conseil a instruit le ministre de l'économie et des finances, le ministre du plan et du développement économique, le ministre du budget à déterminer le coût de mise en route des 4 ERAM qui ont déjà fait l'objet de réception provisoire en 2018. De façon impérative, ces 4 ERAM doivent être rendus fonctionnels au plus tard en septembre 2020 pour recevoir les premiers étudiants. Le Conseil, après avoir pris acte de l'engagement du ministère du Plan et du Développement économique, a mobilisé de l'expertise pour appuyer le ministère en charge de la formation professionnelle à donner son quitus à la communication relative aux modalités de fonctionnement des ERAM. Le ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, qui a soumis une communication relative à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. La communication de la ministre a commencé par un rappel de la résolution 47.3 adoptée par les Nations Unies en octobre 1992, par laquelle la date du 3 décembre de chaque année a été proclamée comme Journée internationale des personnes handicapées dans le monde entier. Et selon la ministre, la célébration de cette journée est l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale
sur la situation difficile de nos frères et sœurs porteurs de déficiences afin de promouvoir leurs droits et leur bien-être. Les études et recherches prouvent sans détour que ces personnes rencontrent beaucoup de difficultés dans leur existence quotidienne. Ces difficultés, dues pour la plupart au non-respect de leurs droits fondamentaux et à la nature spécifique de leur statut physique, ont trait, entre autres, aux préjugés et attitudes négatives de la société, au faible accès aux services sociaux de base ou encore à la législation générale qui n'intègre pas suffisamment la spécificité du handicap ainsi qu'à la faiblesse des allocations budgétaires au secteur. Concernant l'inauguration du centre d'apprentissage des métiers pour personnes handicapées à la Cité de Solidarité, la ministre a rappelé que construite en 1978, la Cité de Solidarité avait eu pour mission de recevoir les personnes handicapées afin de les nourrir, les loger, les vêtir, les soigner, les alphabétiser, les rééduquer et assurer leur formation professionnelle. Mais tirant les leçons de l'expérience vécue de ce centre et surtout de la non-opérationnalisation du secteur de la formation professionnelle, on se rend compte de la nécessité d'une réorientation de son profil. L'avènement de la Troisième République a permis de lancer les travaux de réhabilitation de cet établissement en vue d'assurer l'autonomisation si chère au président de la République. À ce jour, un bloc prévu pour l'apprentissage de métiers est déjà opérationnel. Grâce à l'appui du PNUD, des ateliers en faveur de 6 filières sont installés et équipés. Saponification, bambou rotin, couture, cordonnerie, teinture et chaudronnerie. Des formateurs ont bénéficié de séances de perfectionnement en Guinée et dans la sous-région. La ministre a indiqué que son département sera très honoré de placer l'inauguration de ce bloc sous la présidence du chef de l'État le 3 décembre 2019. L'occasion sera également mise à profit pour effectuer la remise d'équipements à une dizaine d'associations ou de PME qui s'investissent dans l'autonomisation des personnes handicapées. Pour le lancement du programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées, la ministre a rappelé que fort de l'engagement du gouvernement, son département a sollicité à partir de 2017 l'accompagnement du PNUD. La ministre a soutenu qu'avec ces 6 axes d'intervention, que sont la gouvernance et le renforcement institutionnel, l'autonomisation et la réduction de la dépendance, le renforcement de l'accès des personnes handicapées à l'information et à la communication, la promotion de l'éducation inclusive et de la formation professionnelle des personnes handicapées, le développement des activités artistiques, culturelles, sportives et de loisirs pour les personnes handicapées, et enfin, la recherche et les statistiques. Ce programme se veut être le cadre de référence des interventions dans le domaine du handicap. La ministre a exprimé également son intime conviction que ce programme favorisera à moyen terme l'amélioration des conditions d'existence de milliers de personnes handicapées du pays. Compte tenu du caractère très sensible de cette couche sociale et vulnérable, le Conseil a apporté son soutien à Madame la ministre dans la mobilisation des ressources pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées prévue le 3 décembre 2019 à Conakry. Le ministre du Commerce, qui a présenté une communication relative au projet des plateformes de commerce électronique en Afrique, initié par l'Union africaine avec le groupe africain du commerce électronique, AITRAD. La communication du ministre du Commerce avait pour objet d'éclairer le gouvernement sur le projet de mise en place dans les États membres des 5 régions du continent africain du siège de l'un des bureaux régionaux des plateformes du commerce électronique en Afrique. Le ministre a présenté son projet en plusieurs points. Objectifs. Abordant les objectifs, le ministre a indiqué que le partenariat de l'Union africaine avec AITRAD vise à pallier les insuffisances majeures en matière de TIC et de commerce électronique à plus grande échelle en Afrique grâce à la mobilisation d'appui en faveur des PME, fournir des solutions technologies de l'information et de la communication aux questions de gouvernance, de politique commerciale et industrielle, de cadre réglementaire, de l'économie numérique
et d'infrastructures y afférentes. Et deuxièmement, brève description du projet. Dans la présentation de son projet, le ministre a expliqué que iTrade est un fournisseur de plateformes de commerce électronique visant à travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine afin de fournir, sur demande des États membres, des services dans un certain nombre de domaines. Les avantages escomptés du projet, et selon le ministre qui s'est appuyé sur les estimations du groupe, le projet appuiera 600 000 PME pouvant générer jusqu'à 22 millions d'emplois durant les 4 premières années de la mise en œuvre de sa première phase. Sur une période de 15 ans, la plateforme facilitera la création de 5 millions de PME et la création de 80 à 125 millions de nouveaux emplois sur le continent, dont 30 000 emplois potentiels dans le pays où le siège sera finalement installé. La mise en place du projet favorisera également la gestion des infrastructures transfrontalières pour faciliter le commerce électronique en Afrique, télécommunications, aéroports, routes, ports, voies ferrées, notamment le train à grande vitesse, la gestion des zones économiques spéciales transfrontalières pour la fabrication des produits spécifiques destinés au marché continental et au-delà, la gestion des corridors économiques transfrontaliers qui sont essentiels pour le transit des biens et de services sur le continent, conscient des mécanismes de sécurité et de collaboration entre les États membres de l'Union africaine, les avantages liés à l'échange d'informations commerciales, la capacité d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange et de réaliser les objectifs de l'agenda 2063. Il a ensuite soutenu que c'est dans le souci d'être en phase avec la volonté politique sans cesse réitérée de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de voir notre pays bénéficier pleinement de la 4e révolution industrielle matérialisée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que son département, en collaboration avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, avait, au nom du gouvernement, exprimé à l'Union africaine, en janvier 2019, l'intérêt de notre pays à abriter le siège et ou l'un des bureaux régionaux des plateformes du commerce électronique en Afrique. La soumission de la manifestation d'intérêt a eu pour effet la conduite par les experts du groupe iTrade d'une mission d'évaluation sur le terrain du 9 au 10 mai 2019 à Conakry. Au terme de cette mission, soutient le ministre, le projet de rapport envoyé par les experts a été partagé avec les départements et structures concernés par le projet. Le ministre a informé le Conseil avoir reçu, le 21 juin dernier, une lettre de félicitations du PDG du groupe iTrade suite à la sélection de notre pays pour abriter le bureau régional Afrique de l'Ouest des plateformes à l'issue d'un examen minutieux des dossiers de candidature et l'approbation par le conseil d'administration du groupe des recommandations formulées à cet effet par ce dernier. Cette décision a été rendue publique lors du 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu à Niamey le 7 juillet 2019 et notre pays a été officiellement informé de cette décision par l'Union africaine. Depuis, les points des ministères du Commerce et des Postes et Télécommunications sont restés permanemment en contact avec le groupe afin de faire avancer le processus de lancement des activités du projet. Le ministre a ainsi rappelé que le 20 octobre 2019, le groupe a envoyé à notre pays un projet de programme de travail en vue de la signature de l'accord de siège et du lancement du programme. C'est à ce titre qu'il a été partagé avec le Conseil le projet de programme amendé par les points focaux du projet pour examen et adoption. Il a enfin sollicité encore une fois l'implication et le soutien de l'équipe gouvernementale pour la concrétisation et la réussite de ce projet créateur d'emplois pour notre pays. Le Conseil a salué les efforts remarquables des ministres en charge du commerce et de l'économie numérique qui ont abouti au choix de la Guinée pour abriter le siège des plateformes de commerce électronique en Afrique de l'Ouest. Le Conseil soutient que cette démarche s'inscrit en droite ligne dans la vision de M. le Président de la République en matière d'intégration régionale et de bénéfice de la 4e révolution industrielle matérialisée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Conseil, après avoir examiné l'ensemble des conditions et avantages liés à ce projet, a donné son approbation
pour la construction du siège de la plateforme ouest-africaine de commerce électronique à Conakry. Au titre des questions diverses, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a informé le Conseil qu'après avoir fait honneur à notre pays de présider la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA, cette institution ouest-africaine organise le tournoi U20 du 24 novembre au 8 décembre 2019 à Conakry, au stade du 28 septembre et au stade de Nongo, sous le haut patronage de M. le Président de la République. À cette occasion, son département sollicite le dégagement des apports immédiats du stade de Nongo, des garages et autres kiosques par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, ainsi que le choix du nom de baptême du stade de Nongo par M. le Président de la République. D'autre part, il a indiqué que du 20 au 23 novembre 2019 aura lieu à Cancan la phase finale de la deuxième édition de la compétition de football dotée du trophée de M. le Président de la République. À cette occasion, la jeunesse de Cancan, fière de la gouvernance du professeur Alpha Condé, décide d'organiser un grand carnaval de soutien aux actions et idéaux du chef de l'État. Il sollicite la présence de tous les membres du gouvernement ressortissants de la région à Cancan. Enfin, le ministre en charge des sports a signalé que la deuxième édition du Tour cycliste international de Guinée prendra le départ le 27 novembre 2019 à Kissédougou. L'arrivée du Tour est prévue le 1er décembre 2019 à Conakry, sous la présence d'honneur de M. le Président de la République. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sont intervenus pour donner au Conseil des informations avérées mettant en cause des faits d'atteinte aux droits de l'homme ainsi que les conclusions contenues dans le rapport de l'ONG Amnesty International. Ce rapport alternatif, qui voudrait contredire celui élaboré par les autorités guinéennes pour être présenté à l'examen périodique universel, EPU, présente ainsi des faits insuffisamment vérifiés et recoupés et passe volontairement sous silence les efforts et les progrès significatifs réalisés dans la consolidation, dans l'état de droit et dans l'amélioration de la conduite des forces de sécurité dans les opérations de maintien d'ordre. Amnesty International n'évoque pas les difficultés particulières qui compliquent les procédures judiciaires, comme la nature violente et chaotique de certaines manifestations, le désordre immédiat de la scène du crime et le manque de confiance en certaines populations et le personnel d'application de la loi. L'ONG, en évoquant que superficiellement les efforts fournis dans le cadre légal et réglementaire, adoption d'un nouveau code pénal, casernement des militaires, utilisation formelle de matériel conventionnel de maintien d'ordre, fouille de policiers et gendarmes avant toute opération pour s'assurer du non-port d'armes létales, etc., voudrait accréditer l'idée d'un manque total de volonté politique de la part des autorités pour améliorer la situation des droits humains en Guinée. Le Conseil a invité les ministres concernés à organiser régulièrement des rencontres avec les médias à l'effet de présenter à l'opinion nationale et internationale la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Avant de lever la séance, M. le Président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.